Paris, Café de Flore. Marc Dubois, 28 ans, serveur avec un bégaiement qui le tourmente depuis toujours, s'apprêtait à servir un simple café au lait quand sa vie changea à jamais. La femme élégante à la table 7 le regarda dans les yeux pendant qu'il bégayait des excuses pour le retard. À ce moment, quelque chose s'alluma dans son regard. Ses yeux se fixèrent sur la cicatrice de la main gauche de Marc. La femme pâlit soudainement. « C'est toi, c'est vraiment toi. Je suis ta mère. » La tasse tomba des mains tremblantes de Marc, se brisant sur le sol avec 28 ans de questions sans réponse. Mais ce qu'il découvrira sur la vérité de son abandon le bouleversera au-delà de toute imagination. Marc Dubois avait appris à vivre avec le silence forcé de son bégaiement. À 28 ans, il travaillait depuis 5 ans dans le prestigieux Café de Flore, au cœur de Paris, où les clients aisés montraient souvent de l'impatience quand ils peinaient à prendre les commandes. Chaque matin, il se regardait dans le miroir en répétant les mêmes phrases, espérant que ce jour-là, les mots sortiraient plus fluidement. Son histoire commençait dans le vide. Élevé à l'orphelinat Saint-Vincent jusqu'à 18 ans, la seule chose qu'il savait était qu'il avait été trouvé dans un carton devant la porte d'une église. Il n'avait qu'une couverture bleue et une étrange cicatrice à la main gauche que les médecins ne savaient expliquer. Ce matin de novembre, le café était particulièrement bondé. Des hommes d'affaires lisaient des journaux, des touristes photographiaient le célèbre comptoir, dans l'air se mélangeaient les arômes de café et de croissants chauds. Marc se déplaçait entre les tables avec sa grâce silencieuse habituelle, communiquant plus par gestes que par mots. À la table 7, s'assit une femme qui capta immédiatement son attention. Élégante, la cinquantaine, vêtue d'un tailleur gris qui parlait de richesse discrète. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon parfait, mais ses yeux verts trahissaient une inquiétude profonde, comme si elle cherchait quelque chose de perdu depuis longtemps. Marc s'approcha avec son carnet de commandes, le cœur qui commençait à battre plus fort. La présence de cette femme raffinée le rendait nerveux. La femme commanda un café au lait d'une voix étrangement rauque. Quand leurs regards se croisèrent, Marc vit quelque chose d'étrange dans son expression, un éclair de reconnaissance, de choc, quelque chose qu'il ne pouvait déchiffrer. Marc s'éloigna vers le comptoir, sentant le regard de la femme qui le suivait. Pendant qu'il préparait la commande, ses mains tremblaient légèrement. Il y avait quelque chose chez cette cliente qui le troublait, une sensation de familiarité inexplicable. Quand il revint à la table avec le café au lait, ses mains tremblaient encore plus. En tentant de poser la tasse, celle-ci glissa dans la soucoupe, produisant un tintement qui, dans le silence du moment, sembla assourdissant. Marc bégaya des excuses pour sa nervosité, le visage rougissant d'embarras. C'est alors que l'impensable se produisit. La femme qui portait la tasse à ses lèvres s'arrêta net. Ses yeux s'étaient fixés sur la main gauche de Marc, celle avec la cicatrice qui dépassait de la manche de chemise. La femme fixa cette cicatrice avec une intensité qui mit Marc mal à l'aise. Ses mains commencèrent à trembler et la tasse lui échappa des doigts, se brisant au sol en 1000 morceaux. Marc cacha instinctivement la main derrière son dos, un geste qu'il faisait enfant quand les camarades de l'orphelinat se moquaient de lui. Il expliqua que c'était juste un vieil accident. Mais la femme ne l'écoutait plus. Ses yeux étaient fixés sur son visage, étudiant chaque trait avec une intensité croissante. Soudain, elle se leva brusquement de sa chaise. Sa voix tremblante brisa le silence. Elle demanda à Marc quel âge il avait. « 28 ans, répondit-il, complètement confus par la réaction de la femme. Les questions continuèrent avec une précision chirurgicale. La date de naissance, 15 mars 1995. Le lieu, hôpital Saint-Antoine. L'abandon. Chaque réponse de Marc semblait confirmer quelque chose que la femme savait déjà. Les mots le frappaient comme des coups de poing à l'estomac. Le café autour d'eux semblait avoir disparu, les bruits étouffés, comme s'ils étaient tombés dans une bulle de silence irréel. Quand Marc demanda qui elle était, la femme le regarda avec des yeux qui brillaient maintenant de larmes non versées. Ses lèvres tremblaient tandis qu'elle cherchait à trouver les mots qu'elle avait essayé de dire pendant 28 ans. « Je suis Eliane Moreau, et tu es mon fils. »
Marc sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'agrippa à la table pour ne pas tomber, tandis que le monde autour semblait tourner comme un manège fou. Les autres clients du café les regardaient avec curiosité, mais ils ne s'en rendaient même pas compte. Eliane expliqua à travers les larmes qui coulaient maintenant librement sur son visage. Elle avait reconnu cette cicatrice immédiatement. Elle était causée par une malformation du cordon ombilical, et ses yeux verts étaient identiques à ceux de son père. Le directeur du café s'approcha inquiet. Marc demanda une pause, et M. Bertrand, respectant l'intimité de son serveur le plus fiable, accepta. Eliane ramassa son sac à main d'une main tremblante et proposa de parler ailleurs. Marc, le cœur battant si fort que ça lui faisait mal à la poitrine, accepta d'aller au jardin du Luxembourg. Ils marchèrent en silence dans les rues de Paris, Marc devant et Eliane quelques pas derrière, comme si elle avait peur qu'il puisse disparaître. Ils atteignirent un banc isolé dans le parc et s'assirent avec la distance de 28 ans de séparation entre eux. Le premier mot de Marc fut celui qu'Eliane attendait et redoutait. « Pourquoi ?» Eliane ferma les yeux comme si cette question était une douleur physique. Elle commença à raconter son histoire. Elle avait 19 ans quand elle était tombée enceinte. Ses parents, riches et respectables, l'avaient envoyée dans un couvent en Normandie pour cacher la honte. Ils lui avaient dit que si elle gardait le bébé, il la couperait de la famille pour toujours. Marc écoutait sans parler, les mains serrées en poing. Quand il accusa Eliane de l'avoir jeté, elle se tourna vers lui avec des yeux pleins de désespoir. Eliane raconta qu'elle avait essayé de le garder. Pendant 3 jours, elle l'avait eu avec elle, l'avait allaité, l'avait regardé dormir. Elle était tombée amoureuse de lui dès le premier instant. Mais le 4e jour, arriva son père avec 2 hommes qui lui arrachèrent Marc pendant qu'il dormait. Ils lui dirent qu'ils l'emmèneraient dans un endroit sûr, où il aurait une famille qui l'aimerait. Eliane s'évanouit de douleur. La révélation la plus choquante vint après. Quand Eliane se réveilla, ils lui dirent que Marc était mort, qu'il y avait eu une complication. Pendant des années, elle crut que son fils était mort de sa faute. Marc se leva du banc, marchant de long en large. Il y a 3 ans, après la mort du père d'Eliane, elle avait trouvé des documents dans son coffre-fort, des certificats de décès falsifiés de Marc, des paiements à des personnes inconnues. Elle avait compris qu'on lui avait menti et avait engagé un détective privé. La recherche avait duré 3 ans. Paris était grand, Eliane n'avait que le nom de l'orphelinat. Elle avait visité des centaines d'endroits, montré des photos à des milliers de personnes. Le détective avait trouvé une photo de Marc à 16 ans, sur le site de l'orphelinat, avec la cicatrice bien visible. De là, ils avaient pu retracer ses déplacements jusqu'au café. Marc demanda pourquoi elle n'avait pas envoyé le détective lui parler. Eliane répondit qu'elle avait perdu 28 ans de sa vie et ne voulait pas perdre une seconde de plus. Les jours qui suivirent furent les plus confus de la vie de Marc. Eliane lui avait laissé son numéro de téléphone et une avalanche d'émotions contradictoires qu'il ne savait comment gérer. Il retourna travailler au café de Flore, mais ne pouvait se concentrer. Le bégaiement, au lieu de s'améliorer avec la révélation de ses origines, semblait empirer par le poids émotionnel de la découverte. Pendant 3 jours, il n'appela pas Eliane, non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il ne savait pas quoi lui dire. Que dit-on à une mère qui vous a cherché pendant 28 ans? Ce fut Eliane qui l'appela le 4e soir. Sa voix au téléphone était différente qu'en personne, plus fragile, plus incertaine. Elle lui demanda s'ils voulaient dîner ensemble, sans précipitation, quand il s'en sentirait capable. Marc regarda son studio vide dans le marais, les murs blancs, le lit simple, le réfrigérateur presque vide. Une vie construite avec le minimum vital, sans racines, sans histoire. Il accepta pour le lendemain. Le Procope était un restaurant familial que Marc avait choisi parce qu'il connaissait le propriétaire et l'ambiance intime le faisait se sentir moins exposé. Eliane arriva ponctuelle, vêtue d'une robe bleu marine qui la faisait paraître plus jeune. Elle portait un sac en cuir qui semblait coûter plus que le salaire mensuel de Marc. Pendant le dîner, Eliane raconta sa vie. Après ce qui s'était passé avec Marc, elle n'avait plus jamais pu avoir d'enfant. Elle avait épousé Pierre, un collègue avocat 10 ans auparavant.
C'était un homme bon qui savait pour Marc et la recherche. Marc découvrit qu'Eliane était devenue une avocate reconnue. Elle avait une vie normale, une carrière, un mari. C'était presque décevant, après s'être imaginé pendant des années qui pouvait être sa mère. Eliane avoua qu'il n'y avait pas un jour où elle n'avait pas pensé à lui, pas un anniversaire où elle n'avait pas imaginé comment il aurait été. Elle avait chez elle une boîte pleine de cadeaux qu'elle lui aurait donné chaque année s'il avait été avec elle. 28 cadeaux, un pour chaque année perdue. Marc posa la question qui le torturait. Pourquoi elle n'avait jamais défié son père? Pourquoi elle n'avait jamais dit non? Eliane expliqua qu'elle avait 19 ans, était seule, effrayée, dépendante économiquement d'eux, et elle croyait vraiment que Marc était mort. Quand Marc demanda ce qu'elle voulait de lui maintenant, Eliane répondit qu'elle voulait juste le connaître, savoir qui il était devenu, ce qu'il aimait, ce qui l'effrayait. Elle voulait rattraper le temps perdu, s'il le lui permettait. Marc demanda ce qui se passerait s'il n'était pas la personne qu'elle attendait. Eliane sourit pour la première fois ce soir-là, disant qu'elle l'avait aimé, avant de le voir, et l'aimerait quelle que soit la personne qu'il était devenu. Dans les semaines qui suivirent, Marc et Eliane commencèrent à construire une relation qui n'avait ni nom ni précédent. Ils n'étaient pas mère et fils au sens traditionnel. Trop d'années avaient passé. Mais pas non plus de simples connaissances. C'étaient deux étrangers liés par le sang qui tentaient de trouver un équilibre. Eliane venait souvent au café de Flore, pas toujours pour parler avec Marc, mais juste pour le voir travailler, observer ses gestes, rattraper visuellement les années perdues. Monsieur Bertrand avait remarqué la présence de cette dame élégante, qui commandait toujours un café au lait et regardait Marc avec des yeux pleins d'affection. Le directeur demanda à Marc si c'était sa mère. Marc hocha la tête, pas encore habitué à prononcer ce mot. Mère. Cela semblait étrange après 28 ans où ce n'avait été qu'un fantasme. Un soir, Eliane l'invita chez elle. Elle vivait dans un appartement élégant dans le 16e arrondissement avec Pierre, un homme distingué d'une 60aine d'années qui accueillit Marc avec une chaleur genuine. La maison était pleine de livres, tableaux, objets qui racontaient une vie épanouie. Mais ce qui frappa Marc fut une chambre qu'Eliane lui montra avec un embarras évident. Une pièce meublée comme une chambre d'enfant, avec un lit simple, des étagères pleines de livres pour tous les âges, des jouets jamais ouverts. Au mur, il y avait des photos de Marc à différents âges, collectées à l'orphelinat. Eliane expliqua qu'elle l'avait préparée quand elle avait acheté cette maison, 10 ans auparavant, espérant qu'un jour Marc reviendrait. Marc entra dans la chambre, touchant les objets que sa mère avait choisis pour lui. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Il y avait des livres de toutes sortes, des jouets allant de l'enfance à l'adolescence. Et dans un coin, cette boîte de cadeaux. Eliane ouvrit la boîte d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait 28 paquets, chacun avec une étiquette indiquant l'âge. Marc prit celui du premier anniversaire, un ours en peluche marron. L'étiquette disait « Pour mon bébé, le jour de son premier anniversaire. Maman t'aime, même si elle ne peut pas être avec toi. » Les larmes que Marc avait retenues pendant des semaines sortirent enfin. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de quelque chose de plus complexe. Gratitude, douleur, amour, colère, tout mélangé. Eliane l'embrassa pour la première fois et Marc remarqua qu'elle sentait la vanille, le même parfum qu'il avait toujours imaginé qu'une mère devait avoir. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble. Pierre détendant l'atmosphère avec des histoires amusantes, Eliane remplissant l'assiette de Marc, comme le font les mères françaises. Pour la première fois de sa vie, Marc se sentit partie d'une famille. Pierre demanda pour son bégaiement. Marc expliqua qu'il l'avait toujours eu, probablement lié au traumatisme de l'abandon. Eliane proposa de l'aider avec une spécialiste qu'elle connaissait. Marc hésita, puis accepta. En rentrant chez lui ce soir-là, Marc réalisa que pour la première fois dont il se souvenait, il ne se sentait pas seul. Il avait une mère qui l'aimait, un beau-père qui l'acceptait, une maison où il était le bienvenu. Mais surtout, il avait l'espoir que sa vie pouvait vraiment changer.
La thérapie avec le docteur Dubois commença 3 semaines plus tard. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux yeux bienveillants et à la voix calme. Son cabinet était dans le 7e arrondissement, dans un immeuble où le vacarme de Paris semblait étouffé. Le médecin expliqua que le bégaiement n'était souvent pas qu'un problème physique, mais pouvait être lié à des traumatismes émotionnels, à l'anxiété, au sentiment d'inadéquation. Le fait que Marc ait retrouvé sa mère pouvait être la clé pour débloquer beaucoup de choses. Les séances étaient intenses. Le médecin l'aidait à détendre les muscles, à respirer correctement, mais surtout l'encourageait à parler de ses émotions sans crainte du jugement. Marc raconta qu'il avait toujours bégayé depuis son arrivée à l'orphelinat. Comment cela le faisait se sentir différent, faux, comme si sa voix ne valait pas autant que celle des autres. Maintenant qu'il connaissait la vérité sur son histoire, il se sentait en colère, triste, mais aussi soulagé. Enfin, il savait pourquoi il était là. Le médecin expliqua qu'il était normal de ressentir toutes ces émotions ensemble. Son corps avait gardé ce traumatisme pendant 28 ans. Maintenant que la vérité était sortie, sa voix aussi pouvait commencer à se libérer. Lentement, Marc commença à remarquer des améliorations. Pendant les conversations avec Eliane et Pierre, le bégaiement devenait moins intense. Au travail, il arrivait à prendre les commandes avec plus de fluidité. Monsieur Bertrand le remarqua immédiatement. Marc parlait mieux. Avoir sa mère dans sa vie lui faisait du bien. Eliane l'accompagnait souvent aux séances, l'attendant en salle d'attente comme le font les vraies mères. Parfois, il se promenait après la thérapie, parlant de tout et de rien, rattrapant des conversations qu'il n'avait jamais eues. Eliane lui demanda ce qu'il se rappelait de l'orphelinat. Marc raconta sœur Marie, gentille, mais avec 40 enfants à s'occuper. Père Antoine, qui enseignait à lire et écrire. Louis, de 2 ans son aîné, qui le protégeait des brutes. Anne, une fille qui pleurait toujours, à qui il chantait des berceuses entendues à la télévision. Eliane sourit, disant qu'il avait toujours eu un cœur généreux. Marc répondit qu'à l'orphelinat, il n'avait pas le choix. Il fallait s'occuper des autres, parce que personne d'autre ne le ferait. Eliane le rassura, ce n'était plus comme ça maintenant. Maintenant, il l'avait elle. 1 mois après le début de la thérapie, Marc fit quelque chose qu'il n'avait jamais osé. Il postula pour un meilleur travail. Eliane avait vu une annonce pour réceptionniste dans un hôtel de luxe près des Champs-Élysées. Marc était terrifié. Il devait parler toute la journée. Avec son bégaiement, il n'y arriverait jamais. Eliane l'encouragea. Il s'améliorait chaque jour, et qu'est-ce qui pouvait arriver de pire? L'entretien fut terrifiant, mais Marc réussit à répondre en utilisant les techniques apprises du docteur Dubois. Les mots sortirent plus fluidement que prévu. Pas parfait, mais compréhensible. 2 jours plus tard, il reçut l'appel. Il avait obtenu le poste. Marc se mit à pleurer de joie pure. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait choisi en voyant au-delà de son bégaiement. Il appela immédiatement Eliane pour lui donner la nouvelle. Pour la première fois, il utilisa ce mot « Maman, j'ai trouvé du travail ». De l'autre côté du téléphone, Eliane éclata en sanglots aussi, disant combien elle était fière de son enfant. 2 ans après cette rencontre fortuite au Café de Flore, la vie de Marc était complètement transformée. Il travaillait au Georges V comme chef de réception. Son bégaiement était devenu un léger accrochage qui ne se manifestait que dans les moments de grand stress. Et surtout, il avait une famille. Eliane et Pierre étaient devenus les parents qu'il n'avait jamais eus. Il n'avait pas réussi à rattraper les 28 années perdues, mais il construisait quelque chose de nouveau et précieux chaque jour. Marc dînait chez eux au moins 3 fois par semaine, passait les week-ends chez eux, avait même une clé de leur appartement. La chambre qu'Eliane avait préparée pour lui était vraiment devenue sa chambre. Il n'y dormait pas souvent, préférait son indépendance dans le studio du Marais, mais savoir qu'il y avait un endroit où il était toujours le bienvenu avait comblé un vide qu'il portait en lui depuis toujours. Il avait aussi commencé une relation avec Claire, une collègue de l'hôtel. C'était une fille de Lyon, douce et patiente, qui ne s'était jamais fait de problème pour son bégaiement. Elle aimait sa façon de parler, chaque mot semblait plus important, plus réfléchi.
Ce soir de mars, exactement 2 ans après leur première rencontre, Eliane avait organisé un dîner spécial. Elle avait invité Marc, Claire, Pierre et même quelques amis de l'orphelinat que Marc avait réussi à retrouver. Eliane avait expliqué que c'était un anniversaire, le jour où ils avaient retrouvé leur famille. La table était dressée avec la meilleure vaisselle, il y avait des fleurs partout. Eliane avait cuisiné tous les plats préférés de Marc qu'elle avait découverts en 2 ans. Pendant le dîner, Pierre se leva pour porter un toast. Il y a 2 ans, Eliane était une femme brisée par les remords et la douleur. Marc était un jeune homme seul qui croyait ne pas valoir assez pour être aimé. Maintenant, en les regardant, il voyait une vraie famille, construite non sur le sang ou la convention, mais sur l'amour et le pardon. Eliane s'essuya les yeux, disant que ces 2 années avaient été les plus belles de sa vie. Non seulement parce qu'elle avait retrouvé Marc, mais parce qu'elle avait appris que l'amour d'une mère n'a pas de date d'expiration. Peu importe combien d'années passent, combien de chemins il y a à rattraper. L'amour est toujours là. Marc se leva à son tour. Le bégaiement avait complètement disparu, remplacé par une voix sûre et claire. Il y a 2 ans, il pensait que sa vie était déjà écrite, destiné à rester toujours ce qu'il était, un orphelin bègue qui travaillait dans un café. Il lui avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer sa propre histoire. Il s'adressa directement à Eliane, la remerciant de n'avoir jamais arrêté de le chercher, d'avoir transformé le jour le plus normal de sa vie en jour qui avait tout changé. Après le dîner, pendant que les invités bavardaient, Marc et Eliane sortirent, sur la terrasse, regarder Paris illuminé. Marc demanda si elle avait des regrets. Eliane n'en avait qu'un, ne pas avoir eu le courage de se rebeller contre son père quand elle avait 19 ans. Mais ensuite, elle pensait que peut-être les choses devaient se passer ainsi. Peut-être devaient-ils attendre d'être prêts, tous les deux, pour être une famille. Marc demanda si elle croyait au destin. Eliane répondit que maintenant oui, elle croyait que certaines personnes étaient destinées à se trouver tôt ou tard. Marc regarda la ville qui s'étendait sous eux. Le lendemain, il retournerait au café de Flore pour saluer M. Bertrand et lui présenter Claire. Eliane commenta que c'était une bonne fille, elle voyait comment elle le regardait. Marc demanda comment. Eliane répondit qu'elle le regardait comme elle l'avait regardé ce premier jour, comme s'il était un miracle. Marc sourit, disant que peut-être ils l'étaient tous à leur façon. Eliane confirma que sûrement lui en était un, son miracle. Ils restèrent silencieux, regardant les étoiles qui apparaissaient timidement dans le ciel parisien. 2 personnes qui s'étaient perdues pendant 28 ans et qui avaient découvert que l'amour, c'est attendre, c'est pardonner, c'est recommencer. Le lendemain, Marc retourna effectivement au café de Flore. Monsieur Bertrand l'accueillit avec son sourire habituel, demandant comment allait le travail à l'hôtel. Marc le remercia, expliquant que s'il n'avait pas embauché un serveur bègue, il n'aurait jamais rencontré sa mère. Monsieur Bertrand rit, disant que le destin trouve toujours son chemin. Et puis Marc n'était pas juste un serveur bègue, c'était le serveur le plus aimable qu'il ait jamais eu. Marc regarda autour de lui dans le café où il avait travaillé pendant 5 ans. La table 7, où Eliane s'était assise ce jour-là, était occupée par des touristes. Qui sait combien d'autres histoires s'étaient croisées dans cet endroit, combien de destins s'étaient entremêlés devant un simple café au lait. En sortant du café, Marc se sentit complètement en paix avec lui-même. Il avait une famille, un travail qu'il aimait, une petite amie qui le faisait se sentir spécial. Son bégaiement n'avait pas complètement disparu, mais ce n'était plus un obstacle. C'était simplement partie de lui, de son histoire, du chemin qui l'avait mené à devenir l'homme qu'il était. Et surtout, il savait qu'il n'était plus seul. Il avait une mère qui l'aimait, qu'il avait toujours aimé, même quand elle croyait qu'il était mort. Il avait appris que l'amour d'une mère est la force la plus puissante du monde, capable de surmonter le temps, la distance et même l'impossible. Ce soir-là, pendant qu'il dînait avec Claire dans une petite brasserie du Marais, Marc lui raconta cette journée spéciale. Ne trouvait-elle pas cela incroyable? Si ce jour-là il n'avait pas tant bégayé, s'il n'avait pas fait tomber cette tasse,
Peut-être sa mère ne l'aurait-elle pas reconnu. Claire sourit, disant que peut-être son bégaiement n'était pas un défaut. Peut-être était-ce la façon dont le destin le préparait pour ce moment. Marc lui demanda si elle croyait vraiment que tout avait un sens. Claire répondit qu'il était la preuve vivante que chaque histoire, même la plus difficile, pouvait avoir une fin heureuse. Cette nuit-là, pour la première fois de sa vie, Marc s'endormit avec la certitude d'être exactement où il devait être, avec les personnes qu'il devait aimer, vivant la vie qu'il avait toujours mérité de vivre. Le bégaiement qui pendant des années avait été sa croix était devenu la clé qui avait ouvert la porte à son bonheur. Et cela, pensa-t-il en fermant les yeux, était le plus grand miracle de tous. Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez un like. Partagez dans les commentaires. Croyez-vous que les miracles existent vraiment? Avez-vous vécu un moment qui a complètement changé votre vie? Abonnez-vous et activez les notifications pour d'autres histoires vraies qui prouvent que l'amour gagne toujours. Rappelez-vous, parfois ce que nous considérons comme un défaut est en réalité notre super pouvoir caché.